Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore à ce rendez-vous de ce débat, le forum des rédactions qui se penche sur l'actualité, mais également parfois sur d'autres sujets qui concernent la vie dans notre société. Ce soir, nous allons aborder un thème. Le thème est intitulé « Cadre et administration au Bénin ». Est-il possible de mettre fin au détournement? C'est une grosse interrogation. J'espère que mes débatteurs auront tous les arguments, tout ce qu'il faut pour pouvoir donc répondre à cette question. À cadre et administration au Bénin, est-il possible de mettre fin au détournement? Nous ferons le tour d'horizon avec ce qu'on constate autour de nous dans la République, dans l'administration publique, pourquoi pas privée. Nous allons donc citer des exemples et après on verra si nos débatteurs pourront faire des propositions pour donc sortir de ces crimes économiques. Voilà un peu de quoi nous allons parler ce soir sur cette émission. C'est Marcel Yedo qui la réalise. Autour de lui, des jeunes et compétents au son. C'est Emmanuel Agbodjelou, c'est Gérard Roussa. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Les débatteurs, ils sont dans ce studio, ils sont venus de loin, ils ont abandonné leurs occupations pour donc répondre à notre invitation. Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maury Agua, bonsoir également aux téléspectateurs, bonsoir également à ces internautes-là qui sont de plus en plus fidèles à cette émission. Cette semaine a été assez animée comme l'autre semaine. C'est des semaines vraiment qui ont été animées par les événements qui se déroulent à la Criette. Oui, ça se confirme. Nous sommes en train de partir vers des échéances assez sensibles pour la République du Bénin. Donc, à des moments donnés, il faut forcément rétablir la justice, rétablir l'ordre, là où il y a un peu de dysfonctionnement. Donc, les différentes institutions y travaillent de plus en plus et ça donne de la possibilité aussi aux journalistes et aux communicateurs de pouvoir intervenir et de partager leur point de vue sur tout ce qui se passe. Très bien, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes directeur de publication du quotidien indépendant. Oumar Deanjou, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Hector et bonsoir chers téléspectateurs. Oui, les téléspectateurs qui aiment ce rendez-vous, merci à tous ceux qui aiment suivre cette émission. Et voilà, Oumar Deanjou, merci d'être venu sur ce plateau. Tout le plaisir. On va parler d'un sujet et voilà, je viens de planter le décor, vous avez suivi, vous êtes analyste politique, cadre et administration au Bénin. Est-il possible, bien sûr, de mettre fin au détournement? Si l'on sait qu'il y a eu un procès et pas les moindres. Après 5 ans passés en prison, on l'a présenté devant la Criette. Je parle du sieur Don Anon et c'est co-accusé. Et vous avez suivi de loin là certainement ce procès. Nous avons cru que à l'avènement de la rupture avec les changements, les réformes, et certains Béninois auront peur de reculer avec les habitudes qui les amènent au détournement, aux fraudes, mais ce ne fut pas le cas. Après 9 ans, bien sûr, à la tête du Bénin, avec son gouvernement, les crimes économiques se sont multipliés. Beaucoup sont derrière les barreaux pour détournement, pour des crimes économiques. Oui, le président et son gouvernement ont voulu mieux faire les choses en instaurant ce que nous avons appelé les cantines scolaires. Oumar Deanjou et bien sûr Hugues Hector Zogo. Très tôt, certains directeurs ont cru que c'était donc leur grenier qui était installé dans les écoles primaires et publiques. Et donc, ils se sont mis à mettre la main dans ce qui est prévu pour ces enfants. Et vous avez vu comment la sanction est tombée nette. Est-ce que cela veut dire que ces façons de procéder, lorsqu'on ne respecte pas, par exemple, ce
qui ne vous appartient pas, lorsque vous ne respectez pas ce qui ne vous appartient pas, ce qu'on vous confie, de l'argent ou d'autres éléments, et que vous cherchez des moyens, d'accord, à contourner celui qui vous confie une responsabilité, et donc à creuser des trous économiques, à creuser des trous en ce qui concerne des vivres qu'on vous confie si vous êtes directeur d'école pour gérer la cantine. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas lié à l'éducation de base, Oumar Deyandjou, ou on va démarrer par Huguetto Zouko? Une fois encore, merci Maury pour cette question assez pertinente, et je pense que vous venez donc d'aborder la véritable solution. Ah oui, c'est Ouais, une solution? C'est une solution. Quand vous rentrez au niveau des familles et quand vous avez une éducation de base bien bâtie, la conséquence, c'est que vous ne vous retrouverez jamais avec des enfants de cette famille qui vont commettre des crimes économiques. C'est pour dire, à l'inverse ou à l'opposé, que ces différents crimes auxquels nous nous sommes retrouvés face au cours de cette période de gestion de pouvoir d'État par le président Patrice Talon, c'est une question qui concerne nos familles. Quelles sont les valeurs que nous défendons au niveau de nos familles? Quel est le sens que l'éducation porte au sein de nos familles? Parce que dès que l'enfant, au bas âge, pique 25 francs, 50 francs sur la table, si vous n'avez pas le courage de lui dire, viens ici, l'argent là ne t'appartient pas. Je ne veux plus que ça se répète. Et que l'enfant se permet une seconde fois, une troisième fois de le faire, sans que vous ne puissiez lui appliquer une sanction qui va au-delà de ce qu'on pourrait être considéré comme la norme. Si vous ne le faites pas, cet enfant-là va penser un instant que ce qui appartient à autrui lui appartient. Et quand il va grandir avec ses mauvais comportements, quand il va se retrouver à être cadre de l'administration, il ne fera pas autre chose que de continuer cette habitude. Donc, il trouvera des stratégies pour pouvoir détourner. C'est ça. Il ne va pas hésiter à mettre la main dans l'argent du trésor public. Est-ce que ce n'est pas également l'environnement dans lequel il a grandi qui pourrait l'amener, une fois devenir un enfant adulte, un responsable à qui on confie de grandes responsabilités à détourner? On dirait que vous aviez fait une étude sociologique par rapport à cette question des crimes et détournements dans notre pays. Parce que, au-delà du fait qu'il y a la famille, il y a aussi effectivement l'environnement. Vous avez peut-être un enfant qui se retrouve à l'école et dans la salle, tout le temps, il y a peut-être des stylos à billes, des gommes qui se perdent, mais celui qui est l'enseignant et qui porte la casquette d'un éducateur, il ne s'en soucie point. Il ne s'en soucie point. Et bon, dès que les enfants forment un réseau même. Ils forment un réseau. Voleurs de stylos, de livres. Vous savez, il y a des stratégies de passe où peut-être quand on a voulu commencer le contrôle par les tout premiers, celui qui a pris peut-être la gomme, il était devant. Il passe habilement. Il passe habilement derrière. Donc l'enseignant, à un moment donné, il est fatigué parce qu'il ne retrouve pas l'objet perdu. Une seconde fois, une troisième fois, ça devient un jeu pour ces enfants-là. Ils ne mesurent peut-être pas l'impact de l'acte qu'ils sont en train de poser en ce moment précis. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils sont en train de s'amuser. Mais en réalité, ils sont en train de forger leur mental, leur cerveau, à accepter un vice de société. C'est ça. Parce que l'enseignant qui doit pouvoir mettre de la rigueur pour assainir le milieu, il a manqué de justesse en ce moment précis. L'enfant dont le parent est un peu aisé et qui n'a pas envie que son enfant se retrouve à l'école sans stylo à billes, dès que l'enfant rentre à la maison sans stylo à billes, lui, il en achète encore. Il le remet dans le sac. Voilà que ses copains, ses camarades de classe se sont très vite retrouvés
à former un réseau de gangsters en devenir au sein de la classe. L'enseignant ne jouant pas correctement ou convenablement sa mission. Ou n'ayant pas le temps, parce qu'il n'a pas vraiment le temps pour jouer cette mission. Parce que lui, il est attiré par le programme. On va peut-être revenir... il est focalisé, il est focus sur le programme à dérouler. On va peut-être revenir sur ces subtilités au cours de l'émission. D'accord. Mais je voudrais quand même notifier que l'enseignant est d'abord un éducateur. C'est vrai que de plus en plus, l'instruction prime sur l'éducation au sein de nos centres de formation. Oumar, allez, je me retourne vers vous. Oui, l'enfant, comme l'a dit un artiste dans une chanson, ça doit être, je ne sais pas si c'est Vovo Villop, il a parlé d'un directeur et d'un enfant. L'enfant qui, déjà, dès l'enfance, laisse sa bouche ouverte, sera le directeur qui laisse sa bouche ouverte. C'est-à-dire que... comment on dit, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de cette partie de la chanson. Et est-ce que vous êtes d'accord que si aujourd'hui, autour de nous, dans les administrations, on voit des gens qui se livrent à ces manières de faire, que c'est leur éducation qui les amène à ce point où c'est l'environnement où ils ont grandi qui les amène à devenir des gens sur qui on ne peut pas compter en matière de probité. Oui, l'éducation, dans un premier temps, on peut dire sans se tromper que l'éducation a quelque chose à y avoir. Parce qu'une personne bien éduquée, à qui on a appris toutes les règles de morale possibles, il faut être droit, on ne touche pas à l'argent d'autrui, on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas, on lui a dit tout petit, c'est tout à fait normal que lorsqu'il grandisse, il puisse se dire, voilà, maintenant, ça, c'est pas pour moi, je ne le fais pas. Ce que mes parents m'ont appris, ils m'ont appris toutes les vertus possibles. Mais malheureusement, tout ça à des gens, voilà, et c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qui les amène donc? C'est l'ambition de mesurer. Quel parent aujourd'hui au Bénin n'apprend pas à son enfant les bonnes vertus? On connaît tous la rigueur avec laquelle nos parents nous élèvent, notamment au Bénin. Absolument. Moi, j'ai vécu dans un autre pays où j'ai vu comment est-ce qu'on on éduque les enfants et comment est-ce qu'on éduque le petit béninois. Mon père nous éduquait, on voyait la différence. Ah oui? Le père béninois, c'est une grande rigueur. Ok? Mais malgré ça, ils grandissent. Il détourne. Est-ce que c'est pas l'ambition démesurée après? Voilà, c'est maintenant que vous venez petit à petit. Parce que l'éducation dont on parle, on a souvent cité l'éducation comme étant la solution contre ce problème. Oui, l'éducation peut régler une partie de ce problème. L'éducation, c'est la base de tout en réalité. L'éducation est la base. Mais malgré ça, le problème persiste. Pendant très longtemps sur le continent, on a dit non pour lutter contre la délinquance. Oui, moi je dis bien délinquance économique. Oui. Pour lutter contre la corruption, toutes ces pratiques, ces mauvaises pratiques, tout le monde a brandi l'éducation, sensibilisation, ainsi de suite. Non, ce n'est pas la seule solution. C'est quoi? Ce n'est pas la seule solution. Ça, c'est la base. On va apprendre les bonnes vertus, le civisme, tout ce qu'il faut. Mais après, il faut la sanction également. La lourde sanction. Une sanction très sévère, parce que c'est de la délinquance. Et le pire, c'est que c'est des personnes qui ont étudié, qui ont passé tout leur temps à apprendre, des têtes bien faites qui se retrouvent finalement dans des bureaux et qui, parce que voilà, on leur permet... les primes, qui ont les avantages, ils ont tous les avantages, ce qu'il faut, qui ont déjà peut-être des maisons, plusieurs maisons. Ils ont tous les avantages, voilà, ils ont tous les avantages liés à leur fonction. Et généralement, vous savez, les tests ont été tellement bien conçus dans nos États qu'on sait les postes les plus sensibles et on les met à un niveau assez important aussi pour que cela puisse, pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages de ce poste-là, afin qu'ils ne soient pas attirés par donc l'argent public. L'argent ne t'appartient pas, mais ils le prennent. Ça, c'est tout simplement l'appât du gain. Ces personnes-là sont attirées par l'appât du gain, le gain facile, l'argent sale. C'est ça, en fait, le réel problème. Et c'est les délinquants. Quand on veut lutter contre la délinquance, qu'est-ce qu'on fait? Il faut punir sévèrement. On ne peut plus s'attarder sur l'éducation. L'éducation, on en a parlé depuis des décennies sur le continent. On parle d'éducation, éducation. Non, ce n'est pas la solution. Comme vous avez cité les directeurs d'école qui ont détourné,
imaginez-vous. Qui ont volé les vivres. Ils ont volé les vivres. C'est incroyable. Et certains sont allés me dire que s'ils ont volé haricots et riz, il faut dire simplement qu'ils ont volé du Atassi. Voilà, le pauvre Atassi qu'on a pu payer grâce à quoi? Grâce à l'argent peut-être commandé auprès des comment on appelle, des institutions, des institutions qui nous viennent en aide, les institutions qui font de l'aide au développement, grâce à l'argent collecté sur les impôts de chacun de nous, nos factures qu'on paye, tout ça, tout cet argent-là, qu'on paye avec beaucoup de difficultés. Il y a des Béninois même à qui on dit, tu as fait une prestation à quelqu'un, on doit prélever l'AIB, ce qui est une taxe que l'État perçoit sur, comment on appelle, la paye de chaque individu. On paie. Et ça, normalement, dans tout pays, ça se fait. Même dans les livres saints, on dit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un État qui travaille, qui est là pour votre sécurité, la sécurité d'un pays, ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent. Vous êtes d'accord? Vous êtes dans la quiétude, il faut payer pour ça. Mais on ne nous demande pas de payer effectivement comme si on payait notre gardien, non. Mais juste une modique somme, peut-être sur 100 000, on va vous prélever 1 000 francs, 2 000, 3 000, 4 000. Et il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Déjà, que beaucoup de Béninois ne comprennent pas, toi, tu te permets gaillardement de prendre cet argent-là, tu t'accapares de cet argent, ou bien de prendre, comment on appelle, le riz qu'on a payé avec cet argent difficilement collecté par nos États, avec beaucoup de difficultés. Il faut reconnaître le travail également des autorités actuelles, qui font beaucoup pour pouvoir donc justement collecter effectivement ces sous-là. Beaucoup d'entreprises qui étaient dans le formel, petit à petit, sans coup féri, on voit comment le gouvernement arrive petit à petit à faire ces sacs de maïs. Voilà, ils font comme s'ils ne mangeaient pas chez eux. Ils veulent manger du Atassi. Alors que c'était le seul moyen qu'on avait vu pour retenir les enfants à l'école. Parce que si on sait, qu'est-ce qui va pousser un enfant qui est en zone rurale à ne pas venir à l'école, c'est le fait simplement qu'il ne trouve pas à manger. S'il sait que bon, s'il va à l'école, l'école va me rapporter quoi dans l'immédiat? Je n'aurai rien à manger. On va me dire A, B, C, D, 1, 2, plus 1 plus 1 égale à 2. Et à la fin, il ira seulement pour le matin, le soir, il ira au champ pour aller tuer peut-être un rat, manger, ou bien encore, peut-être, je ne sais pas moi, récolter du manioc, du maïs, quelque chose, et manger, aller cultiver le champ avec ses parents. Voilà. Donc, le moyen qu'on a trouvé de retenir ces enfants à l'école, parce qu'on sait que le capital humain est le soubassement de tout développement, il faut donc un capital humain de qualité. On veut faire ce travail-là et ils se permettent de voler. Et donc, on les a sanctionnés sévèrement. Moi, je dis encore, ce n'est pas encore très sévère. C'est vrai, parce que quand le penseur, non? Moi, à mon avis, on devrait les radier. Parce que le penseur qui a dit qu'il volait un œuf, volera un jour un bœuf. Voilà. Donc, c'est déjà la règle, quoi. Il faut appuyer, il faut punir sévèrement ce genre de crimes. En tout cas, si on va y revenir. Tout à l'heure, le gouvernement est assez clément. On présente ses directeurs donc, au conseil de discipline. Et certains, on les enlève de leur poste. Non. Moi, je disais qu'il fallait sévir un peu plus. Voilà. Je connais un cas où il attend et tout le monde rentre. Et puis, il prend la clé, il rentre, il se sert copieusement. Et ce n'est pas un cas lointain. C'est encore, ça veut dire qu'il y a des gens encore qui n'ont pas encore compris. Parce que la sanction n'est pas lourde. Je le dis, la sanction n'est pas lourde. Quand la sanction n'est pas lourde, on ne comprend pas. On se dit non, c'est pas grave. Allons vers notre... Si on me laisse censeur, c'est pas grave. Allons vers un autre phénomène que l'on observe. J'aurais souhaité qu'on s'accentue un peu plus sur la question de l'éducation. Parce que tout à l'heure, j'ai semblé comprendre que mon interlocuteur... Il y a l'éducation, mais il y a aussi l'ambition de mesurer. Je vais y arriver, mais je voudrais quand même partir de l'éducation. Puisque tout à l'heure, il a parlé de capital humain de qualité. En fait, quand vous regardez... Ça a retenu mon attention. Quand vous regardez aujourd'hui notre société, malheureusement, les parents, pères de famille, mères de famille que nous sommes, n'arrivons pas à avoir le temps nécessaire d'écouter nos enfants, de leur parler. Quand ils sont partis à l'école, ils sont revenus, c'est forcément un vécu, une expérience de quelques heures, mais qui risque de basculer toute leur vie qu'ils auraient pu partager avec nous en intervalle de quelques minutes. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Et mieux, vous savez, on est en train de parler du projet de canonisation du cardinal Bernadette Ganti. J'ai eu la chance d'échanger de plus en plus sur cette figure-là avec un directeur général, M. Alfred Biao, qui de tout temps me dit,
En fait, le cardinal Ganti a rendu honneur à la race noire tout entière. Parce qu'on lui a confié des postes de responsabilité assez élevés, mais toutes les fois où il s'est retrouvé à un poste, il a mis en valeur ce qu'on appelle la probité. Parce qu'il porte une couleur de peau, quoi qu'on dise. Et quand il se retrouve... C'est pour la première fois qu'une personne qui porte cette couleur se retrouve à ce niveau. Exactement. Et donc, il aurait pu, sacré doyen des cardinaux, il aurait pu mal se comporter pour que ça reste désormais une mauvaise étiquette que l'on porte à la race noire entière. Je voulais faire le parallélisme en disant ceci. Quand vous prenez les familles, le nom n'appartient pas à l'enfant. Le nom appartient à qui? Le nom appartient aux ancêtres, aux premiers bâtisseurs qui ont porté ce nom. Et donc, c'est toute une chaîne, c'est tout un héritage. Et quand vous, malheureusement, vous portez ce nom-là, vous vous retrouvez dans l'administration et vous faites un détournement, c'est toutes les personnes qui portent ce nom-là, qui subissent... Qui sont éclaboussées. Toutes ces personnes-là subissent ce qu'on appelle le préjudice moral. Parce que dès que ces personnes-là se retrouvent dans la société, on fera tout de suite un lien. On vous dira c'est son cousin qui a détourné tel nombre de millions la dernière fois. Et donc, voilà pour moi, au sein de nos familles, une raison fondamentale de pouvoir faire comprendre à l'enfant jusqu'à quel point le nom qu'il porte est sacré. Parce que si on ne le lui explique pas, il va commettre des forfaits, il va commettre des crimes économiques tels qu'on est en train de subir là au sein de la République. Il va penser un instant que si on ne lui mettait pas la main dessus, qu'il deviendrait riche. Mais si on lui mettait le plus riche de la famille, tout le monde va l'appeler tonton. Exactement. Tel que le chef de l'État, Patrice Talon, l'a dit. Fofowa. On attend Fofo. Ben, c'est des détournements. C'est sur des détournements publics, de deniers publics. Que Fofo roule. Que Fofo roule. Eh bien, au sein de la famille aussi, tout le monde connaît son niveau. Mais subitement, en intervalle de 2 ou 3 ans, parce qu'il occupe un poste de responsabilité, c'est lui qui devient la personne la plus généreuse. C'est lui qui doit construire toute la maison familiale. Et donc, il y a aussi, je vais dire, la pression familiale sur... T'en Fofo. Donc, il y a cette pression. C'est-à-dire que tout est parti, tout ce que nous vivons aujourd'hui, là, en termes de délinquance économique, j'aime bien cette expression-là. Délinquance économique, c'est d'abord nos familles qu'il faut responsabiliser. Très bien. C'est vrai que Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme naît bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Mais il faut partir déjà de la famille. Permettez-moi de parler d'un aspect, si vous me le permettez. Je ne sais pas à quoi cela rime. J'ai comme impression que des gens qu'on place à un certain niveau dans nos administrations, dans nos sociétés, surtout quand ça concerne le public, les gens pensent que moi j'y vais pour prendre ma part. Oui, il y a cela aussi qui compte. J'ai rien à foutre. J'en veux pour preuve. Avant de vous donner la parole, il y a eu des ministres de la République qui ont occupé des postes ministériels sous plusieurs présidents. Et quand je ne sais pas si ça leur donne le droit, ou des directeurs en poste, quand on les change, quand ils veulent partir, ils partent ils rasent le bureau. Et on amène tout à la maison. Est-ce que c'est normal? Non, sous le régime actuel, la rigueur est telle que personne ne peut se permettre ça actuellement. Oui, je parle de ceux qui le faisaient dans le temps. Voilà, c'est vous dire à quel point... Des gens partent même, on enlève le climatiseur. Oui, ça démontre à quel point on avait poussé le bouchon en réalité. C'était quelque chose, mais qui était accepté de tous. On avait même des expressions comme ça dans la ville où on disait, écoute, si ça passe devant toi, il faut prendre pour toi. Sinon, si tu ne prends pas pour toi, l'autre qui est là-bas va prendre pour lui et pour toi en même temps. Donc, ça dit que l'argent public, là, toi, tu dois signer, tu prends d'abord pour toi.
et les gens l'acceptaient. Regardez un peu comment beaucoup dans nos pays, comment les forces de l'ordre se comportent. Même au Bénin, il y a quelques années encore. Aujourd'hui, au Bénin, regardez comment les forces de l'ordre se comportent. Mais tout le monde est émerveillé. Des fois, même tu tombes en panne, le policier se rapproche de toi et te dit « Oui, monsieur, vous avez un problème, comment est-ce qu'on fait ?» Ok, il est même prêt à t'aider à pousser la voiture. Non, ils le font. Voilà. Ils le font. Donc, ça vous dire que quoi? Ça vous dit que quoi? Ce n'est pas seulement et tout ce dont on parle. C'est vrai, tout le monde reçoit la bonne éducation. Je suis complètement d'accord avec Hector. Même les exemples qu'il prend, c'est de très beaux exemples. Mais malheureusement, à ce niveau-là, j'ai l'impression que les gens, il y a comme un virus enfin, comme, je ne sais pas moi, si on le leur inocule, ou bien c'est eux-mêmes qui s'inoculent, mais il y a comme quelque chose qui prend possession d'eux, et ils perdent complètement le nord dès qu'ils voient l'argent public. Il y a un problème. Et ça, je pense que c'est dû, et je le répète, au fait qu'on ne sanctionne pas assez. Dès qu'on a commencé à sanctionner, donc dès qu'on a commencé à mettre la pression également, pourtant, donc on a fait preuve de rigueur. La criette a été installée, oui, mais et ça fait beaucoup de bruit. On a pensé que ça va faire reculer un peu les crimes économiques. Malgré ça, c'est vrai que ce n'est pas fini. Je le reconnais, ce n'est pas fini. Et ça, là, il va parler. Même dans les pays les plus développés, ça existe aussi, la corruption. Regardez un peu le procès du président Sarkozy, à qui on dit désormais qu'il va porter, comment on appelle, voilà, un truc électronique, un bracelet électronique au pied, voilà, pour, c'est-à-dire comme sanction. Mais c'est une affaire qui s'est déroulée tout le temps sous fond de corruption, de détournement, comment on appelle, de flou sur le plan économique, dans la gestion donc, des frais de campagne. Donc, ça existe vraiment partout. Donc, chez nous aussi, ça existe toujours, mais il faut reconnaître une chose. Depuis 2016 au moins, c'est rare de voir titré comme ça, placardé à la une des journaux, pratiquement chaque semaine, comme on l'observait sur les autres régimes. Détournement de tête. On n'entend plus ces choses-là. C'est vraiment extrêmement rare. Et quand le cas arrive, on voit... Nous avons bu de la bière, je suis d'accord. Anat bière. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens. Non, mais permettez, Hector. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, au moins, ça a baissé. Mais ce n'est pas fini. Moi, j'estime que ça a baissé. Peut-être que ça continue, que ceux qui en ont connaissance les revêtent sur la place publique. Mais ce que moi, je sais, ça a baissé un tout petit peu. Et oui, ça, c'est dû, à la rigueur. Et ça ne passe pas inaperçu. Ils arrivent toujours à dénicher ceux-là qui sont là et qui commettent les crimes. Justement, et ça, c'est dû. Vous aurez la parole. Et ça, c'est dû à la rigueur. La rigueur avec laquelle on traque les autres. Les gens qui prennent de l'argent désormais sous ce régime, on les traque réellement. Même quand ils sortent du pays, on fait tout pour aller les prendre. Vous avez cité l'exemple de M. Adouanon, ou bien comment on l'appelle. Voilà. Ce monsieur-là, il est sorti du pays, il a fui. Imaginez que c'était dans l'autre temps, sous les anciens régimes. Il est parti. Hein. Ça s'est passé beaucoup comme ça. Les gens ont fui, on ne les a plus jamais retrouvés. Vous comprenez? Donc il faut que ça cesse à un moment. Des fils d'agriculteurs qui arrivent au pouvoir, ou bien à qui on donne un poste de responsabilité, qui du jour au lendemain, en moins de 1 an, 2 ans, deviennent multimilliardaires, deviennent multimillionnaires. C'est qu'il y a quelque chose. Et c'est là où je dis... Je ne suis pas d'accord avec cette stigmatisation, parce que le fils d'agriculteur, ça ne voudrait pas systématiquement dire que les parents n'ont pas de moyens. C'est juste une manière de parler. Non, je ne souhaiterais pas qu'on puisse prendre cet exemple-là, parce que ça va empêcher le fils de petits commerçants, moi mes parents sont de petits commerçants, donc je n'ai aucun, voilà, des petits commerçants. Okay. De fils de petits commerçants dont on connaît donc les revenus, on sait ce qu'il a, ses parents ne lui ont rien légué, comme moi, ils m'ont rien légué pratiquement. Bon, pourquoi vous attendiez? Ils ont légué la chaussure, la chaussure. Deux, trois petits lopins de terre en campagne, bon, je ne sais pas ce que c'est. On va l'utiliser. Je leur rends grâce à mes parents. Ils ont beaucoup travaillé. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait désormais que quand quelqu'un vient à un poste, qu'on puisse faire véritablement l'inventaire de tous ses biens. C'est important. Dans tous les autres pays, ça se fait. Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? À un moment, il faudrait qu'on le fasse. On va y arriver. Aux États-Unis, en Europe, dans ces pays-là, ça se fait. Dès que tu quittes le pouvoir, immédiatement, on refait l'inventaire. Qu'est-ce que tu as pu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu n'as plus? Ça va d'où cet argent est venu. Prochainement, je vais m'impatienter également quand Hector sera en train de parler pour qu'il sache qu'il prenne du temps aussi quand il parle. Il ne sait pas, il ne se rend pas compte qu'il prend du temps. Mais moi, je suis en train de chronométrer pour équilibrer le débat. Hector Zogo, vous étiez en train de vous impatienter au point où vous avez dit... J'aurais apporté de l'eau à mon moulin. De l'eau à son moulin. Allez-y. En réalité, il y a une part de responsabilité qui concerne la société tout entière. Je vous donne un exemple très simple. Nomination en Conseil des ministres.
un fils du pays se retrouve à occuper le poste de directeur général d'une société d'État. Quel est le constat que vous allez faire tout de suite? Dès que la décision du Conseil des ministres est connue de tout le monde, dès ce mercredi-là, le lundi suivant, on considère que la passation de service a eu lieu. Dès le mardi, le mercredi, donc en intervalle d'une semaine, toute la nation a été informée parce que à la une des journaux, on en a parlé pompeusement. Et ça, c'est le rôle que les journalistes jouent. Ils sont les premiers à vous sortir. Oui, mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont les premiers. On est là pour relayer les nominations au Conseil des ministres. Vous nous en voulez? Je vous en veux quelque part. Pourquoi? Voilà. Là où je vous en veux, c'est que de tout le temps... Ça m'étonne un tout petit peu quand même. C'est que de tout le temps, vous ne vous êtes jamais intéressé à cette figure-là. Mais il aura fallu que cette personne-là soit nommée pour que vous allez chercher son curriculum vitae. C'est tout à fait normal, non? Que vous allez chercher son curriculum. Laissez-moi finir tout de même. Que vous allez chercher son curriculum vitae. Vous vous rendez compte que le curriculum vitae n'est pas si impressionnant. Donc, il a été nommé à un poste politique. C'est pour raison politique qu'il s'est retrouvé là. Mais imaginez... Il a apporté le président au pouvoir. Mais je vous dis, par exemple, c'est des choses qui arrivent. Récompenser. Je ne sais pas si c'est une récompense, mais je sais que c'est par valeur politique qu'il s'est retrouvé à ce portefeuille. Et qu'est-ce qu'on observe? Ce sont les directeurs de publication qui se mettent en groupe, 3 ou 4 à 5 des fois par, et qui se partagent l'information avec des titres ronflants à la une. Ouais. Quel est le message que ça renvoie? Mais vous êtes directeur de publication. Je vous dis, quel est le message que ça renvoie? Donc vous connaissez le réseau. Le message que ça renvoie, c'est simplement que ce monsieur qui a été nommé là, il a déjà suffisamment d'argent. Il va devenir désormais riche. Et au cours de cette Donc, même semaine-là, la semaine où il a pris service, dès le vendredi soir, les premiers acteurs qu'il reçoit dans son bureau, ce sont les directeurs de publication. Je m'excuse de le dire. Donc ils sont dans son bureau maintenant? Je ne sais pas s'il y a eu une nouvelle nomination. Voyez-vous. Aujourd'hui, c'est votre... Et mieux. Donc ils sont dans son bureau. La semaine qui suit. Il y a eu de nouvelles nominations. La semaine qui suit. Donc 2 semaines après sa nomination, vous allez voir le bal des jeunes filles. Ah oui? Ça, c'est des informations. Comme si vous ne le saviez pas. Non, vous allez voir... Moi, je n'étais pas dans le pays. Moi, vous m'informez là. Très bien. Vous allez voir le bal de quoi? De jeunes filles. D'accord. C'est en ce moment-là que... Après les directeurs de publication... Ballet de jeunes filles. C'est le ballet des jeunes filles. Et après, ballet des grands-papas. Mais attendez. Pourquoi vous voulez évacuer le sujet? Non, allez-y. Le ballet des jeunes filles donne de la matière aux stylistes pendant cette semaine-là. Parce que les stylistes, ça veut dire que ces jeunes filles-là vont au marché, vont prendre de nouveaux tissus. Avec l'argent public. Je ne sais pas si c'est avec l'argent public. Avec l'argent détourné. Il vient d'arriver, il n'a pas encore eu de l'argent. Vous avez dit qu'il est venu, ça fait une semaine. Oh là là. Pourquoi vous êtes impatient? Bon, d'accord, allez-y. Une fois qu'il a été nommé, il est le premier à appeler peut-être son parrain. Parce qu'il a sans doute un parrain politique. D'accord. Et le parrain met à sa disposition un peu d'argent. Et donc, il va faroter. C'est le nouveau directeur général. Donc, ce dont vous parlez, vous ne parlez pas du Bénin. Mais je parle du Bénin. Je parle du Bénin. Mais ce qui nous a sauvés de ça... Ah, on a été sauvés? On a été sauvés. Ce qui nous a sauvés de ça, c'est que quand le président Patrice Talon a été élu... Après le ballet des jeunes filles, c'est quel ballet? Non, maintenant, après le ballet des jeunes filles, vous allez voir la famille qui passe. Les oncles au village, les tantes... Je ne parlerai pas des oncles du village, mais je sais que la famille passe. Je ne sais pas si les tantes... ou pas. Non, mais je comprends finalement ce que Hector est en train de décrire. Alors, c'est cet environnement-là que nous avions vécu. Et quand on le fait de cette manière-là, on met dans la tête du directeur général qu'il est devenu le tout-puissant. Il doit avoir beaucoup d'argent. Le babariba. Il pense que c'est lui qui est... Le babadjé. Il pense que c'est lui qui est la personne habilitée à donner de l'argent maintenant à tout le monde. C'est ce que nous avions fait de lui, ça. Après la nomination. La société l'a corrompu. C'est lui qui doit régler tous les problèmes. L'État l'appelle pour que lui puisse servir les communautés. Oui. Mais nous, en tant que société, nous disons, non, tu n'es pas là d'abord pour servir, mais tu es là pour répondre à nos problèmes financiers. Et donc, je disais que nous avions été sauvés de ça. Et comment? Parce que le chef de l'État, quand il a été élu, pendant 3 ou 4 ans, si je ne me trompe, vous n'allez voir aucune décision du Conseil des ministres où vous avez le nom de l'intéressé qui a été nommé avec son poste. Le chef de l'État avait déjà compris. Mais
Écoutez, nos dirigeants étudient leur peuple. Ils prennent le soin de comprendre le peuple qu'ils veulent diriger. Et donc, tout le temps, on ronchonnait. Le mercredi, tout le monde s'attend. Qu'est-ce qui fait que les gens lisent les décisions du Conseil des ministres? C'est pas autre chose que la nomination. C'est la nomination. C'est juste on a nommé tonton Pierre dans c'est tout. Généralement. Les nominations priment sur les décisions prises en Conseil des ministres. Et donc, quand le chef de l'État est arrivé, tout le temps, il n'a pas permis à ce que l'on mette les nominations dans les décisions qu'on publie. Donc, si vous êtes nommé, vous savez que vous êtes nommé. Non, finalement j'ai compris. Voyez-vous? Et donc, cette pratique-là a fait oublier un peu dans la sociologie des Béninois qu'au cours d'un conseil de ministres, il y a nomination. Je crois il y a 2 ans. C'est après qu'on dit maintenant. Où on a repris. Voilà. Et pourquoi on a repris? Parce qu'il s'est rendu compte effectivement que ça posait un autre problème. Le problème que ça posait, c'est quoi? Vous savez qu'il y a un directeur général qui se retrouve au niveau de cette direction-là et vous y rendez et on vous dit qu'il n'est plus là. D'accord. Voyez-vous un peu? Donc, au même moment qu'on était en train de régler un problème on en crée psychologique. Quand les filles arrivent, ils ne trouvent plus le directeur de... Oui, finalement, c'est vrai qu'au départ, quand Hector avait commencé son argumentation, on a tous pouffé de rire, on se disait, mais dans quoi est-ce qu'il nous embarquait? Mais au finish, on comprend une chose, la pression que mettait également l'entourage, l'environnement, la société, sur les personnes qui sont nommées également. Cette pression-là, je pense que c'est un problème aussi qu'il faut prendre en compte. On a tendance à croire que dès qu'on a nommé directeur, dès qu'on a nommé, je ne sais pas moi, adjoint, directeur, ministre, tout ça, c'est qu'il est devenu riche et tout le village doit pouvoir bénéficier de lui. Juste en quelques secondes. Le paradoxe, c'est que vous ne verrez pas le même scénario à l'opposé. C'est-à-dire que dans le privé, vous n'allez pas voir ça. Voilà. Okay. Dans le privé, c'est plus compliqué. Quand tu es directeur dans le privé, c'est qu'on te surcharge en réalité. Tu travailles un peu plus. Le jour où on te nomme rédacteur en chef dans le privé, tu quitteras le boulot à 22 h parce que tu dois préparer le journal de 7 h du matin. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu plus compliqué. Alors que dans le public, c'est pas bien grave, on confiera ça à des stagiaires. On sait c'est quand même le rédacteur en chef, c'est quand même le DG. On a des assistants, on a des gens à qui on peut confier. Et ceux-là aussi, étant donné que ce n'est pas leur charge directe, ils bâclent le travail, ils font du n'importe quoi, ils reçoivent les gens n'importe comment dans les administrations. Et tout ça aussi, c'est lié à ça. Et puis c'est l'accent sur le... Enfin, c'est là où je dis, l'éducation est importante. Je suis d'accord, au vu de tout ce qu'on a cité comme truc. Mais, enfin, comme on appelle, exemple tout à l'heure, au vu de tous les arguments d'Hector, mais je dis et je répète, il faut sanctionner avec beaucoup de rigueur et de la volonté politique également. Parce que la volonté politique, on a vu ce que la volonté politique nous a permis. Politique, revenons donc à ce procès, puisqu'il ne nous reste que 10 minutes. Vous avez entendu des choses, vous avez vu comment la Cueillette a donc conduit ce procès lié à ce cas particulier. Oui, c'est un cas particulier puisqu'on se retrouve à la Direction générale des impôts. À la DGI, et vous avez vu, la sanction a été lourde. 30 ans. Je suis complètement d'accord. Parce que généralement, à ces postes-là, je l'ai dit tantôt, à ces postes-là, on fait tout pour que ce ne soit pas l'appât du gain, enfin, pour qu'il ne tombe pas tout de suite dans l'appât du gain, dans le gain facile, dans l'argent sale, comme j'ai dit. Vouloir tout de suite et s'accaparer, détourner, prendre l'argent public ou bien le détourner pour faire autre chose que ce à quoi cet argent devait être normalement servi. Donc, il faut sévir vraiment, quoi. Il faut sévir, mais avec la plus grande rigueur. Et c'est cela que j'ai vu à la Criette la dernière fois. 30 ans de prison, même sur ce plateau, j'ai dit que c'était même peu. Ah oui? Oui. Non seulement sévir, mais les amendes devaient être comme ça. C'était comme ça? Oui, mais au-delà même de ce qu'il a pris, quoi. De sorte qu'on lui prend tout. Oui, mais tout sera pris. Ça, c'est le minimum. Pour qu'il comprenne. Pour que ceux qui pensaient qu'ils allaient en bénéficier... Mais tout n'a pas été volé. Parce qu'il y a un argument... Tout n'a pas été volé. Attendez, je vais vous dire une chose. Il y a un argument que beaucoup de personnes tiennent aussi. Écoutez, même si je dois aller croupir en prison, si je peux déjà offrir une belle vie à mes enfants, ça va, quoi. Ah, c'est ça? C'est le raisonnement qui mène? Oui, beaucoup mènent ce raisonnement-là aussi. Mais ce qui est et ça aussi, c'est une erreur. Il ne veut plus seulement bien éduquer ses enfants, parce qu'il est devenu un grand DG et que l'argent passe devant lui. Il ne veut plus seulement bien éduquer ses enfants, il veut leur offrir la plus belle vie possible. Une belle vie.
les faire voyager où ils veulent. Ils doivent aller étudier en France comme tous les enfants des riches. Pendant Voilà. qu'ils sont en prison. Voilà. Donc, il faudrait qu'on sanctionne sévèrement et que peut-être aussi, c'est possible, hein, si c'est possible, les ONG également qui luttent contre ces pratiques-là, également montent un tout petit peu au créneau en ce moment et expliquent aussi aux gens que on ne vient pas dans l'administration pour devenir riche. Ce n'est pas l'argent de l'État qui te permet de devenir riche. Tu veux devenir riche, va faire entrepreneur. On peut glisser vers les solutions, hein, dans les écoles. Il Oui, va falloir prévoir des avant qu'on ne modules. glisse peut-être. Avant qu'on ne glisse vers les ça existe. Le civisme, tout ça, on enseigne. Oui, avant d'en venir, oui. On enseigne aux enfants, mais ça ne permet pas de régler le problème. Sur le procès, Sur le procès, je disais que vos impressions, vos observations. C'est un cas particulier. Cas d'école. Cas d'école. Parce qu'on se retrouve avec un régisseur qui a travaillé au niveau de la Direction générale des impôts. Vous savez, la sociologie du Béninois, dès qu'on vous parle d'impôts, il y a de la réticence. Dès qu'on parle d'impôts, le citoyen béninois avait de la réticence. Parce qu'il n'y avait pas de la transparence autour de cette gestion-là. On prenait nos impôts, mais on ne nous disait pas effectivement à quoi ça servait. On ne le voyait pas non plus à quoi ça servait. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus. Voyez-vous, même l'aveugle voit. Mais aujourd'hui, déjà même pour mettre pied à la Direction générale des impôts, l'environnement vous fait tiquer. Vous comprenez que là, vous êtes dans une administration sérieuse. Parce qu'il y a suffisamment de réformes qui ont été mises en place. En matière de sécurité, vous ne pouvez pas accéder aujourd'hui à la Direction générale des impôts si vous n'êtes pas effectivement venu voir quelqu'un qui vous a donné rendez-vous et si vous n'avez pas vos pièces à jour. Et c'est là où je voudrais quand même féliciter, je ne connais pas son nom, mais non, pas le directeur général, juste à l'entrée, juste à l'entrée, le monsieur qui fait office de contrôle des pièces d'identité. Il est intransigeant. Il est intransigeant. Voilà des cadres. Les gens l'insultent, mais il est imperturbable. Il est imperturbable. C'est ce qu'il nous faut dans le pays en réalité. C'est un monsieur extraordinaire. Et je crois que la Direction générale des impôts, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, il ne me connaît pas. Mais je vous dis, à plusieurs reprises, il a chargé. Non, il m'a démontré que j'étais dans une administration publique et que ce n'était pas le laisser aller comme ça se passait ou bien comme ça se passe ailleurs. J'ai aimé ça. Et ça, voilà des cadres que nous devons quand même encourager. Non pas parce que nous avons de la proximité avec la personne. Ce que je dis, tout citoyen béninois peut faire l'expérience au cours de cette semaine. Se rendre à la Direction générale des impôts et il va apprécier et vous faire le retour. Et c'est vrai, vous avez parlé du directeur général des impôts. Il faut le féliciter. Monsieur Nicolas Yanoussi, il fait un travail extraordinaire avec des cadres qui ont de la compétence et qui se rendent effectivement au service de la nation aujourd'hui. Toutes les stratégies qui se mènent... Revenons dans ce procès. Je suis dans le procès. Je ne vous vois pas. Mais je vous dis, toutes les stratégies qui ont été mises en place au niveau de la Direction générale des impôts, le régisseur, à aucun moment, n'avait la possibilité de toucher à un copec. D'accord. Et pourtant, il est parti avec plusieurs milliards de nos francs. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'on lui mette la main dessus. Et mieux, au cours du procès, vous vous rendez compte qu'il voulait embrouiller la piste. Ah oui? Bien sûr. Il voulait embrouiller la piste. Quand vous regardez les juges qui ont conduit ce procès-là, vous vous dites chapeau. Parce qu'il a commencé par citer le nom de ses supérieurs. Parce que se disant, il a même cité le nom du ministre actuel. Parce que se disant que s'il faisait ce rapprochement pour raison politique, puisque nous en avons connu de par le passé, on risquait donc de banaliser le procès. Mais il a été sanctionné avec la plus belle manière. Et les juges ont été droits dans leur botte, ils sont restés droits dans leur botte. Ils sont restés sereins, ils sont restés sereins. Il y a eu la sérénité jusqu'à la fin. 30 ans de prison pour cet acte qui a été posé. Si vous demandez encore à un cadre... Il y a un féticheur aussi dans ce truc. Bien sûr. Voilà, j'ai été très heureux. Si vous demandez encore, je veux conclure, si vous demandez encore à un cadre de la Direction générale des impôts de commettre ce forfait-là, il vous dira non. De par le passé, on en a connu. J'en connais. On en a connu. Mais je crois que le procès de M. Arnaud Adouano va définitivement mettre fin
à cette pagaille-là au sein de notre administration. Voilà. En punissant le féticheur, j'ai été très heureux et je l'ai exprimé également sur ce plateau. Pourquoi? Vous avez aussi un féticheur? La pression sociale dont on a parlé tout à l'heure, ils font partie également de cette pression-là. La pression sur ces hauts cadres à qui on met la pression parce que tout simplement, il a un titre ronflant, directeur général, directeur exécutif, pour qu'il détourne l'argent public. Les féticheurs aussi en font partie. Parce qu'ils vont lui dire, oui, mais ils les encouragent. C'est eux qui vont lui dire, mais écoute, il les rassure. non, calme-toi, fais ci, fais ça. Au moment de prendre ça, mets-toi nu ou bien... Enfin, des rituels bizarres. Oui, mais c'est ça, des rituels bizarres avec de l'huile rouge en plein... Comme s'il en était acteur. Je lui demandais s'il a un féticheur. Voilà, je suis rédacteur aussi. Il m'arrive quelquefois d'imaginer des histoires, d'écrire aussi des scénarios. Voilà. Donc ça vous dire quoi? Il n'a pas répondu à la question. Je connais bien ces pratiques-là parce que il faut que je les connaisse pour mon travail également, et en tant que journaliste, et pour ma culture. Donc, c'est des pratiques que les gens... pour la culture? Oui, et pour ma propre culture, effectivement, oui. Non, je demandais si c'était que pour la culture. Oui, uniquement S'il vous plaît, c'est moi qui pose les questions. Vous me connaissez hors d'ici, mieux que tout le monde. Allez, dans 3 minutes, c'est fini. Donc, je dis quoi? Cette pression sociale-là, également, a quelque chose à voir avec ces parents-là qui poussent ces personnes à aller voler sans le savoir, parce que tout simplement on lui met la pression tout le temps. Envoie l'argent de ci, envoie l'argent de ça. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il est devenu directeur ou bien il est devenu administrateur d'une société d'État que vous allez penser que moi, ça m'a donné envie de devenir féticheur. Si on peut trouver 15 millions, si je peux me promener allègrement avec 15 millions dans ma voiture, 65 millions dans ma chambre, vous vous retrouverez parce que généralement, on va voir, c'est le petit voleur de moutons qu'on attrape dans la rue et qu'on tue. Bon, c'est vrai que ça, c'est la vindicte populaire, c'est vrai. Mais je pense que les crimes économiques sont 10 000 fois plus graves. C'est juste peut-être des zéros simplement qu'on met pour changer les chiffres. On fait des surfacturations, des choses comme ça. Quelques solutions. Vous avez dit tantôt que pour moi, la meilleure solution existe, morale existe. Que faut-il maintenant, Hugues Hector Zogo? Parce que là, je pense quand même que... Il faut deux choses. Il faut laver la tête de la tête ou bien... Il faut deux choses. La première chose, c'est au niveau de nos familles. Quand je parle de la famille, je fais même... Mais ceux qui sont déjà là aujourd'hui et qui ont en main les administrations et les jeunes qui arrivent, qui les voient faire et qui ont envie de faire... Vous avez demandé à ce que je vous fasse des propositions. Oui, mais si votre proposition va prospérer seulement dans 30 ans... Mais laissez-moi... Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. C'est important qu'aujourd'hui, nous puissions bâtir de nouveaux citoyens. Et donc... La famille doit jouer un rôle fondamental dans ce que nous sommes en train de dire pour lutter contre la délinquance économique. Et quand je parle de la famille, je fais également référence en même temps aux autres branches, à savoir l'école, la religion. Et maintenant, le deuxième aspect... La religion. Exactement. Les 10 commandements de Dieu. Ils vous ont dit qu'ils ne connaissent pas? Pas que les 10 commandements de Dieu. Quand je parle de la religion... Ceux qui volent connaissent les 10 commandements de Dieu. Ils connaissent, je ne volerai point, je ne tuerai point, ils connaissent tout ça, mais... Je vais finir en disant que le deuxième aspect sur lequel je voulais me prononcer, c'est la transparence et la culture de l'impunité qui doivent... c'est la culture de la punition, je vais dire simplement. Et la culture de la punition. Ouais. Et la culture de la punition. Exactement. Il faut qu'on punisse avec la plus grande rigueur possible. Mais avant de punir, il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion des fonds. Mais on peut punir par erreur aussi. La personne peut ne pas être la personne fautive. C'est rare. C'est rare. Non, c'est possible, mais c'est rare. C'est très rare. Oui. Mais ne pensez pas un instant qu'on puisse se tromper sur une personne qui a détourné 4 milliards. Et qu'on dise que c'est telle autre personne, un innocent qui se retrouve en prison, alors que l'on parle de détournement de 4 milliards. Peut-être par le passé, mais aujourd'hui, avec la rigueur... Non, même de par le passé, je ne crois pas que l'on ait assisté à de ce truc. Vous avez fini avec vos solutions? Oui, voilà les deux solutions. Et oui, moi, je pense que l'une des solutions qu'il faut prendre en compte, je pense que le régime actuel est en train de démontrer à tous que c'est une solution qui marche également. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas fini dans nos administrations, certainement, mais ça a beaucoup baissé. On n'entend plus ces cris, ces gens qui volent à tout moment, on ne voit plus toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que la volonté politique qui s'exprime à travers la rigueur et l'orthodoxie financière, ça c'est la base de tout.
dans un État qui se respecte, dans un État responsable, dans une véritable république. Mais je pense que c'est ça le plus important. Il n'y a pas de fausse république. Hein. Oui, mais les politiques bananières qu'on avait dans le temps, il y a tout ça, on sait comment les choses sont déroulées. Mais aujourd'hui, ça change. Vous avez la nostalgie du passé, on dirait. Non, je n'ai pas que j'ai la nostalgie du passé. Je suis tellement heureux du présent que de temps en temps, je rappelle, non, pas du tout. Je rappelle pourquoi est-ce que je suis heureux de ce présent-là. Vous voyez, l'orthodoxie financière dont fait preuve aujourd'hui le régime actuel et qui lui vaut à chaque fois comment on appelle, des distinctions à l'international. Même il n'y a pas très longtemps, il y a une distinction que le ministre Wadaï a reçue. Oui, très récemment, hier ou avant-hier, qu'il a reçue. Et c'est l'ancien Premier ministre Zinsou qui a pris cette distinction-là en son nom à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui compte. Une fois qu'il y a cette rigueur-là, cette orthodoxie financière au plus haut niveau, tout le monde prend le pli parce que l'élan est donné, on a montré la direction, mais une fois que la direction est montrée maintenant, si une personne se hasarde encore à quitter le chemin droit, on ne va pas seulement le caresser dans le sens du poil et le ramener. Non, ce n'est pas ça. On sanctionne dur. On sanctionne dur. Un peu comme l'a dit l'autre. Il faut ramener, à ce niveau-là également, il faut ramener, pour votre mot de oui, la fin. À ce niveau-là également, je pense qu'il faut ramener le legba au centre du village également. Un legba avec un gros phallus pour que tout le monde puisse le voir et savoir qu'il est vraiment viril et qu'il est prêt à taper fort. Voilà. Il va taper avec le phallus. Bon, je ne sais pas comment le legba tape, mais c'est l'image que j'ai. J'ai aimé l'image de legba. Voilà, du legba. Il faut ramener au centre du village. Oui, il faut le ramener au centre du village. C'est votre mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Beaucoup de rigueur et punir sévèrement les crimes économiques. Je pense que c'est la meilleure manière de faire reculer, même si on ne peut pas y mettre fin, faire reculer, faire régresser. Et véritablement, ces crimes économiques, ces pratiques qui arrièrent véritablement nos États. Mon mot de fin, c'est de remercier tous les cadres béninois qui travaillent convenablement pour la République. Il y en a. Qui ne détournent pas. Il y en a beaucoup. Ouais. Moi, j'avais un oncle, le stylo de boulot, il a dit qu'on n'amène pas ça à la maison. Ouais. Le véhicule du service reste au service et il rentre à la maison avec son véhicule. Donc, je voudrais leur dire merci et dire à leurs enfants qu'ils peuvent être fiers de leurs parents. Merci. Hugues Hector Zogo, vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication du quotidien indépendant, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous êtes Hugues Hector Zogo. Merci. Non. Et on m'a dit un jour, journaliste, analyste, ça va. Je ne suis pas et je ne suis pas. Laissez-moi vous présenter. Allez, mesdames, messieurs, c'est pas cette, la bonne humeur, c'est sur cette note de bonne humeur que nous clôturons cette émission. Cadre et administration au Bénin, est-il possible de mettre fin au détournement? Nous avons essayé quand même de creuser, mes analystes politiques ont essayé de creuser un peu la question, de proposer quelques solutions. Continuez les réflexions chez vous, entre vous, puisque c'est le week-end qui démarre. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et bien, c'est un plaisir de vous l'avoir présenté, cette émission. Merci. Hugues Hector Zogo, merci. Oumar Adeonjou, merci. Marcel Yedo, merci également à toute l'équipe de production et d'organisation de ce numéro du Forum des rédactions. Bon week-end à toutes et à tous.